Le Premier ministre français au Burkina, aussitôt après son arrivée ce matin, séance de travail avec l'ensemble de l'exécutif au menu, les questions de sécurité et de développement. Manuel Valls s'est également rendu sur le lieu des attaques sur l'avenue Kwame Nkrumah. Images, réactions et commentaires dans ce journal. Et puis le président du Faso réagit à la polémique autour des groupes d'autodéfense Kogolwego ainsi que sur le cas des ex-RSP réfugiés en Côte d'Ivoire. Force doit rester à la loi, affirme Rochmar Christian Kabouré. Le détail de son propos dans ce journal. Plus de 7 millions de Nigériens appelés aux urnes demain pour choisir leur président et leurs députés. Mais à 24 heures du scrutin, on est loin de la sérénité. La question du vote par témoignage continue de diviser la classe politique et l'opinion. Explication dans ce journal avec nos envoyés spéciaux à Niamey. Et puis c'est l'un des corridors les plus stratégiques pour l'économie burkinabé. L'axe Koupéla 5 ans ses frontières du Togo est en cours de réhabilitation. Sur place, les engins tournent à plein régime. Le délai de février 2017 sera-t-il tenu? C'est la question. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est ce matin que Manuel Valls est arrivé à Ouagadougou en provenance du Mali. C'est une visite aux grands enjeux un mois après les attaques terroristes de Ouagadougou. Un tête-à-tête avec le président Rochmar Christian Kabouré, suivi d'une séance de travail avec l'ensemble du gouvernement. Les questions de développement et de sécurité ont dominé les échanges. Une séance sanctionnée par la signature d'une convention de près de 9 millions d'euros destinée au financement des secteurs sociaux tels que l'éducation. Souleymane Sanou, Ernest Kambiré. Palais de Kosiam ce matin, le cortège du Premier ministre français fait son entrée. Manuel Valls a rendez-vous avec le président du Faso, Rochmar Christian Kabouré. Un tête-à-tête entre les deux hommes, une séance de travail élargie aux deux délégations gouvernementales et le tour est joué pour parler coopération, développement et sécurité dans la sous-région. Le Burkina Faso, comme le Mali où nous étions encore hier, comme la France, sont victimes du terrorisme. Le terrorisme s'attaque lâchement aux démocraties. Et nous partageons les mêmes valeurs. Et c'est pour cela que nous devons renforcer notre coopération en matière de renseignement, de formation des forces de sécurité, des forces armées. Sécurité et coopération que nous devons renforcer dans le cadre du G5, dans le cadre de l'engagement de la MINUSMA, avec le soutien de l'Union européenne. C'est un préalable pour conforter la démocratie et pour permettre le développement humain, économique et social. Porteur d'un message fort sur la sécurité dans la sous-région, le Premier ministre français Manuel Valls a laissé entendre que la France, son pays et les États du G5 Sahel doivent aujourd'hui plus que jamais s'unir pour lutter contre le terrorisme au niveau international. Les groupes terroristes veulent s'attaquer au Burkina Faso précisément parce que c'est une réussite en matière de transition. On s'attaque toujours à ces symboles. On s'est attaqué au Mali parce que c'est une démocratie. On s'attaque au Burkina Faso parce que c'est une démocratie. On s'attaque à la Tunisie parce que c'est une démocratie. Il faut bien sûr comprendre les causes. Et la réponse à la lutte contre la pauvreté est une des réponses. Mais ça ne peut pas être la seule. Et notre réponse, ça doit être une réponse aussi de coopération dans le domaine de la sécurité. Il faut être fort sur l'ensemble de ces objectifs. Les échanges à un haut niveau présidés par le président du Faso ont touché tous les domaines généraux de coopération. La sécurité avec les questions de coopération militaire entre les deux pays, l'économie, l'environnement, un secteur dans lequel tous les pays s'investissent aujourd'hui avec les engagements qui ont été pris à l'horizon 2030 lors de la COP21, la Convention cadre des parties sur les changements climatiques Paris 2015. Les secteurs sociaux et vitaux ont été pris en compte au cours de ces échanges avec la signature de cette convention de 9 millions d'euros en faveur de l'éducation à travers l'engagement de l'Agence française de développement AFD. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, il avait indiqué que pour cette année 2016 seulement, il fallait que 160 écoles sous Payotte disparaissent. Il s'était aussi engagé pour la construction de 200 CEG. Et donc, cette convention contribue avec les apports d'autres partenaires à pouvoir répondre à cet engagement qui a déjà été pris par le Premier ministre dans le secteur de l'éducation. Lutte contre l'insécurité, lutte contre la pauvreté, les défis sont visiblement énormes pour la sous-région. Et l'Europe, selon Manuel Valls, doit s'intéresser à l'Afrique plus que ne le fait actuellement.
C'est là aussi tout le sens qu'il convient de donner à ce déplacement en terre burkinabé, car selon le chef du gouvernement français, l'avenir de la France et de l'Europe se joue en Afrique. Le Premier ministre français qui s'est par la suite rendu sur l'avenue Kwame Nkrumah sur les lieux des attaques terroristes du 15 janvier. Il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de cette attaque. Manuel Valls a manifesté le soutien et la solidarité de la France envers les familles des victimes. Il a également réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Burkina dans le combat contre le terrorisme. Ini Janine Kambiré. Manuel Valls sur les lieux des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Un mois après, l'émotion est encore vive ces jours sur place. Une minute de silence, le cœur serré, le Premier ministre français s'incline devant la mémoire des victimes de cette barbarie qui a endeuillé le Burkina Faso, mais aussi des pays frères et amis dont la France. Et ce dépôt de gerbes est à la hauteur de la peine ressentie. Le Burkina Faso, après le Mali, après la France, après la Tunisie, a été victime d'un lâche attentat parce que nous partageons les mêmes valeurs et parce que le Burkina Faso sortait d'une transition et d'élections démocratiques et libres qui sont un exemple. Les terroristes s'attaquent à la démocratie et à la liberté. Un geste d'amitié, de fraternité et de solidarité à l'endroit du peuple burkinabé. C'est ce que Manuel Valls vient d'accomplir au nom de la France. Et pour le chef du gouvernement français, seule une synergie d'action et un partage d'informations permettront de venir à bout du terrorisme. C'est par une coopération dans le domaine du renseignement, par la formation des forces de sécurité et de défense que nous serons forts. Et puis c'est aussi en s'attaquant à la pauvreté et en soutenant le développement économique de ce pays cher, parce que nous connaissons le Burkina Faso, nous connaissons la qualité, la résilience de son peuple, ce qu'il est capable d'accomplir malgré les difficultés. C'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. Par ce déplacement, la France réaffirme son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et avant de quitter le pays des hommes intègres, promesse a été faite ici de poursuivre la formation des forces de défense et de sécurité, de les doter d'équipements modernes et adaptés et des moyens financiers. Voilà le Premier ministre français qui a repris l'avion cet après-midi pour Paris. La sécurité, il en a encore été question cet après-midi au palais de Kosiam. Roch-Marc Christian Kabouré s'est entretenu avec le chef de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, à laquelle prend part un important contingent burkinabé. Il a été question notamment de la mise en œuvre des accords d'Alger censés ramener la paix au nord Mali. Urbain Benito Sommet, Ismaël Diloma Sirima. Le nouveau chef de la MINUSMA vient remercier le Burkina Faso pour son soutien accordé à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Avec le président du Faso, les échanges se sont axés sur des conseils et des stratégies pour bien mettre en œuvre les accords d'Alger. La solution au Mali passe par la mise en œuvre intégrale de cet accord et donc qui va évidemment faire en sorte qu'il y aura le redéploiement de l'autorité malienne dans toutes les régions du Nord. Il y aura un plan de développement du Nord. C'est autant d'actions qui sont prévues dans l'accord. Mahamat Saleh Anadif s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale pour faire part de la bonne conduite des soldats burkinabés déployés au Mali. Et nous sommes venus avoir vraiment un échange avec la représentation nationale burkinabé pour leur parler de l'état de morale de nos frères d'armes qui sont avec nous là-bas, qui ont un comportement exemplaire. Installé dans ses fonctions de chef de la MINUSMA le 15 janvier 2016, Mahamat Saleh Anadif veut travailler pour restaurer l'autorité de l'État malien sur toute l'étendue du territoire. Le président du Faso se prononce sur la polémique autour des groupes d'autodéfense Korloégo et sur le cas des ex-RSP réfugiés en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un entretien accordé à la presse ce matin. Deux questions extrêmement sensibles et pour Roch-Marc Christian Kabouré, force doit rester à la loi. Alidou Badini et Fousseni Kindo.
Le débat est national. Il divise la société burkinabé. Faut-il dissoudre les groupes privés de sécurité, appelés Kolwero, ou les garder et procéder à leur encadrement? Entre les deux opinions, le président du Faso estime que nul n'est au-dessus de la loi et qu'aucun dérapage ne sera toléré dans un contexte d'état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi, ça veut dire que si des groupes attrapent des voleurs ou des délinquants, qu'ils remettent à la gendarmerie et à la police pour que la procédure normale de justice s'enclenche, je n'ai aucun problème avec ça. Mais s'il doit y avoir des dérapages qui portent atteinte aux droits de l'homme, qui portent atteinte à la vie des hommes, ces personnes doivent répondre instamment devant la justice. Roch-Marc Christian Kaboré est réaliste cependant. Pour lui, il est difficile de dissoudre quelque chose qui n'existe pas légalement. C'est pourquoi il pense qu'il faut créer des passerelles de dialogue pour trouver des solutions idoines. Solutions idoines également à trouver sur des questions sécuritaires si l'on sait que des éléments de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle, sont réfugiés en Côte d'Ivoire voisine et demeurent une menace sécuritaire pour le Burkina Faso. Nous avons lancé des mandats d'arrêt contre eux. Et comme je l'ai dit, ces mandats d'arrêt que nous avons lancés contre eux, à partir donc en demandant aux autorités ivoiriennes de s'en occuper, commencent à porter leurs fruits. Et nous nous en réjouissons et nous encourageons toujours les autorités ivoiriennes à poursuivre ce travail-là, parce que tout ce que nous avons attrapé au Burkina Faso, comme vous le constatez, parfois les gens ont peur en disant « Ah, et la peine de mort, le Burkina Faso dit exécuter ». Nous n'avons exécuté personne. Tout le monde passera au tribunal, sera jugé et coupera de la peine qu'il mérite. Justice sera dite et la loi sera respectée, rassure le président du Faso qui reste confiant quant au retour de ses ex-RSP. Et puis je vous le disais en titre, nous sommes à 24 heures des élections présidentielles et législatives au Niger, mais une question continue de diviser la classe politique et l'opinion, le vote par témoignage, la possibilité de voter sans document d'identité sur la foi du témoignage de 2 personnes. Notre équipe de reportage était dans les rues de Niamey ce matin, Sie Yafama Roger Kam et Nyarkiteda. Vote par témoignage. Un concept propre au Niger. C'est un procédé qui a toujours existé pendant les élections pour permettre au maximum de voter. Pour ces élections, la question divise. D'une part, les partisans de la majorité qui saluent l'idée et d'autre part, l'opposition qui crie à une illégalité. Nous, à notre niveau, nous avons pensé que dans le cadre d'élections libres, transparentes, équitables et démocratiques que nous voulons que ces élections soient, nous avons pensé qu'il ne faut pas parler de vote par témoignage. Ce vote à témoignage a toujours existé dans l'histoire démocratique du Niger. Vous ne pouvez pas me dire que des gens qui ont été recensés sur la base du témoignage ne pourront pas voter sur la base du témoignage. Dans les rues de la capitale nigérienne, les avis sont aussi partagés. Ça, c'est pas bon pour ça. Hein. Il faut revoir le truc. Si tu n'as pas ta carte de lecteur, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas savoir si toi, tu peux témoigner, tu peux voter ou bien tu ne peux pas voter, quoi. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Comme il y a témoignage aussi, ça peut se faire. Parce que c'est vrai, ce n'est pas tous les Nigériens qui ont leur carte aussi. Légal ou pas, c'est environ 1 300 000 électeurs qui sont dans la situation et qui, selon un arrêté de la CENI nigérienne, devraient en principe pouvoir voter. Notre envoyé spécial Nyarkiteda est en ligne. Bonsoir Nyarkité. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors nous venons de suivre votre reportage sur cette polémique sur la question du vote par témoignage. On sait que l'opposition avait saisi le Conseil constitutionnel. Qu'en est-il ce soir? Oui, on dit ici la Cour constitutionnelle. Il faut dire que tout est clair maintenant parce que le président de la CENI vient juste d'animer une conférence de presse dans laquelle il a stipulé, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de l'opposition par rapport à son arrêté qu'il avait pris donc pour permettre le vote par témoignage. Donc il dit aussi avoir pris un autre arrêté pour préciser qu'une personne ne peut témoigner plus de 2 fois. Le président de la CENI, maître Ibrahim Boubé, demande également plus de discernement aux différents présidents des bureaux de vote à laisser voter tout électeur inscrit et qui
très enterré avec une pièce d'identification dans un bureau de vote, même s'il a perdu sa carte d'électeur. Alors, Yarkiteda, nous sommes donc à 24 heures de cette élection donc, qui revêt une grande importance pour le Niger. Qu'en est-il des préparatifs du côté de la commission électorale? Oui, il faut vous dire bien, ça revêt vraiment d'un grand intérêt pour ce pays parce que la tension est quand même palpable pour le moment. Mais ce qui concerne les préparatifs, il faut dire que le président de la CENI, entouré de ses plus proches collaborateurs, a assuré que toutes les dispositions ont été prises. Le matériel électoral a été déposé dans tous les bureaux de vote. Le Niger est un vaste territoire, vous le savez. 25 000 bureaux de vote avec 6 000 observateurs nationaux comme internationaux qui ont été accrédités. Les électeurs sont au nombre de 7 500 000 répartis dans les 8 régions que compte le territoire nigérien. Les bureaux de vote s'ouvrent demain à 8 heures, heure locale, c'est-à-dire heure de Niger, 7 heures à Ouagadougou, et se refermeront à 19 heures, heure du Niger. Il faut dire que le Niger connaît également le vote des Nigériens de l'étranger, donc la diaspora va voter, et ils sont inscrits 111 000 dans 32 pays. Merci Yarkiteda pour toutes ces informations. Nous vous retrouvons demain pour avoir les échos de cette journée électorale. Ce dimanche est donc une journée électorale aux grands enjeux pour le Niger. Les risques de dérapage, comme on l'a vu, sont réels. Et pour des élections apaisées, l'expérience de l'ex-président du Burkina Faso est sollicitée. Michel Kafando est à Niamey. Il est à la tête d'une mission diligentée par l'Organisation internationale de la francophonie. Roger Kam et Yarkiteda. Michel Kafando change de veste. Après la présidence du Faso, il est aujourd'hui à la tête d'une mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour le Niger dans le cadre des élections présidentielles et législatives de dimanche 21 février prochain. Et avec le Premier ministre nigérien, il a décliné la mission assignée à sa délégation, une mission d'information et de contact. Il s'agit pour elle, à travers la délégation que je conduis, d'avoir des entretiens avec les différents acteurs politiques, avec les différentes structures, et de voir comment, par nos conseils, nos recommandations, nous pourrions amener aussi à donner notre contribution, modeste contribution, pour que ces élections se passent dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix. Après quelques heures de séjour, le chef de la délégation de l'OIF s'est dit confiant, même si des difficultés sont déjà signalées. Bon, il y a effectivement des problèmes, mais quelles élections n'ont pas de problème? Toutes les élections, surtout en Afrique, ont des problèmes. Des élections apaisées, c'est le souhait de l'OIF, selon sa délégation présente à Niamey. Car selon elle, les élections au Niger sont d'une importance capitale pour l'Afrique et devraient servir encore d'école à la face du monde. On revient à présent au Burkina. Ici, les dés sont jetés depuis le 29 novembre 2015. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, rien de plus logique. Son parti, l'UPC, compte le plus grand nombre de députés dans l'opposition. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur ce statut de chef de file de l'opposition. Que représente-t-il? Quelles sont les prérogatives qui y sont attachées? Explication avec le juriste Abdul Karim Sango. Salifou Belem et Draman Dadjian sont allés à sa rencontre. Avec 29,62% des suffrages et 33 députés à l'issue du double scrutin du 29 novembre 2015, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, devient la deuxième force politique au Burkina. Et son président Zéphirin Diabré est de nouveau désigné chef de file de l'opposition politique, CEFOP. Après la majorité, c'est le parti qui vient en second directement avec le plus grand nombre de députés, mais qui se situe du côté de l'opposition. Puisque si M. Zéphirin Diabré, par exemple, était dans la coalition qui soutient le gouvernement, il ne serait pas le chef de file de l'opposition. C'est par une résolution prise le 27 janvier dernier par l'Assemblée nationale que Zéphirin Diabré a été nommé chef de file de l'opposition politique. Et ce statut lui confère certaines prérogatives. C'est une loi de 2009 qui a été révisée entre-temps aussi sur certains de ces aspects, qui définit à la fois le statut de l'opposition et le statut du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition a une protection légale et sécuritaire. Donc l'État lui affecte une sécurité. Il a un siège qui lui fait office de local. Il dispose d'un cabinet
il dispose d'un budget pour le fonctionnement de son institution qui est mis à sa disposition malheureusement ici au Burkina par un vote, par un crédit du Parlement. Il dispose aussi d'un véhicule de fonction. Mais tout n'est pas que avantage, nous explique le juriste Abdul Karim Sango. En tant que chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré a aussi des obligations. Il doit œuvrer à la préservation des intérêts et de la souveraineté de la nation et travailler à améliorer notre système démocratique. La route Koupéla 5C frontière du Togo est en chantier. La réhabilitation de la route est en cours sur place. Les engins tournent à plein régime. Le taux de réalisation à l'heure actuelle est estimé à 30% pour la chaussée et 75% pour les ouvrages d'art, notamment les ponts. Pas d'inquiétude, rassure l'entreprise Soroubat. Les délais contractuels seront respectés. Fin des travaux au plus tard en février 2017. Le point avec Gérard Sommet et Aboubakar Sayon. Chantier de réhabilitation de la route Koupéla 5C, frontière du Togo. Une recycleuse suivie de 2 compacteurs pneumatiques sont à l'œuvre. Ils effectuent le solcement, une opération de stabilisation du sol avec du ciment. Le travail d'affermissement de la chaussée est achevé par un gradaire et 2 cylindres vibrants. Pendant ce temps, le bitume est en préparation à la centrale d'enrobé. Transporté sur le terrain par des camions, il est posé sur la chaussée, déjà prête. Une tâche exécutée par cette machine, appelée finisseur. La pose du bitume vient de débuter et l'entreprise Soroubat, qui a la charge des travaux, est à ses premiers kilomètres. On a une route dans une partie de chaussée qui va faire 7 mètres avec 2 accotements de 1,50 m. Et en traversée d'agglomération, c'est une chaussée qui va faire 8 mètres de largeur et 2 accotements de 2 fois 2 mètres. Réellement, les travaux ont démarré à partir du mois d'octobre 2015. Donc on est à 30% d'avancement et nous estimons que c'est un bon taux d'avancement et on réalisera cette route dans les délais contractuels et même peut-être un peu en avance. En plus du bitume, les ouvriers de l'entreprise Soroubat s'activent pour achever les travaux de construction des ponts au nombre de 5. Ce sont tous des ouvrages de ponts à poutres en béton armé avec fondation profonde sur pieux. Les pieux, la profondeur des pieux entre 14 et 26 mètres. L'avancement global de ces ouvrages alors de 75%. Les appuis, les culées, les chevettes, tous sont déjà collés. Il nous reste seulement les poses des poutres et le collage des tabliers. S'il y a un ouvrage, 6e ouvrage qui déjà appartient à ce projet, c'est au niveau du Kogri. On a déjà commencé ça depuis une semaine. L'avancement, c'est alors de 6%. Sur le chantier, les experts de la mission de contrôle effectuent régulièrement des sorties de supervision pour s'assurer de la qualité des ouvrages. Les travaux qui sont en train d'être exécutés maintenant, nous pouvons attester que jusqu'à présent, ils sont exécutés selon les règles de l'art. Les bailleurs de fonds veillent également au grain. Nous avons trouvé sur place une délégation de la BAD, la Banque africaine de développement, principal bras financier du projet. Le coût global du projet est d'environ 90 milliards de francs CFA et effectivement c'est un montant conséquent, c'est pour ça que nous aussi nous sommes régulièrement sur le terrain pour voir si effectivement ce financement et les décaissements se font de manière régulière sur des exécutions qui ont été effectivement réalisées et dans le cas concret nous sommes assez satisfaits de ce qui est en train de se faire et nous espérons que nous pourrons terminer ce projet dans les délais et avec la qualité qui est exigée effectivement des projets que nous finançons généralement. Les travaux que l'entreprise Soroubat exécute concernent uniquement le lot 1 et le lot 3 d'une longueur totale de 124 km, plus la bretelle de 3 km de Mogandé vers la frontière du Ghana. Le lot 2, qui fait 28 km et qui se situe entre Tinkodoro et Bitou, n'a pas encore été attribué. L'axe Koupéla 5C, frontière du Togo, est l'un des principaux corridors routiers d'importation du Burkina Faso. En 2006,
95% des importations du pays est passé par cette route. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture forme ces militants. Quelle doit être la place d'un syndicat dans une entreprise? C'est tout l'objet de la formation. L'objectif pour le Synatic, c'est de relever le niveau de ces militants pour une défense efficace de leurs intérêts. Issa Kafando et Mounira Kéré. Par cette formation, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Synatic, entend relever le niveau de conscience politique, sociale et syndicale de ses membres. Une mise à niveau qui devrait leur permettre d'appréhender et de poser de façon convenable les préoccupations qui sont les leurs au sein des entreprises de presse. Nous avons voulu, dans notre programme d'activité, leur donner cette opportunité de se former afin qu'ils sachent qu'est-ce qui est dit dans les décisions administratives, quelle interprétation en faire et comment réagir si c'est dans le sens d'effectivement aller à l'encontre de leurs intérêts. Cette session de formation est à l'attention des militants du Synatic, plus précisément de ceux de la section des éditions Sidoya. C'est pourquoi le thème du jour s'intéresse au rôle et à la place du syndicat dans une entreprise de presse, le cas des éditions Sidoya. L'entreprise est une entité qui appartient également aux travailleurs. Donc l'organisation syndicale doit veiller à faire en sorte à ce que les relations entre travailleurs et dirigeants soient des relations cordiaux et non des relations d'esclavage, non des relations d'expropriation et d'exploitation. L'organisation syndicale doit se donner les moyens à ce que l'environnement sociétal soit un environnement sécurisé. Au sortir de cette formation, il est attendu de ces militants plus d'abnégation au travail et plus de conscience syndicale dans la défense des intérêts des travailleurs au sein des entreprises de presse. Santé à présent et on reparle du cancer. C'est la 3e cause de mortalité au Burkina Faso et si rien n'est fait, le risque c'est d'avoir 10 000 nouveaux cas chaque année. La question concerne en premier lieu les femmes. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Chaque femme est appelée à la vigilance. C'est le message de l'association Nabas Nogo. Ibrahim Sombier et Yolande Lompo. Cancer. Un mot de 2 syllabes qui fait frémir plus d'un. Première cause de mortalité dans le monde, entre 2005 et 2015, il aura fait plus de 84 millions de morts. Détecté à temps, le malade a cependant des chances de guérir. Et aujourd'hui, grâce à la campagne de dépistage collectif organisée par l'association Nabas Nogo pour le développement et l'épanouissement de la femme, plus d'une centaine d'entre elles vont se prêter à l'exercice. Après la 2e fois pour venir me faire dépister. Toute femme n'a qu'à se faire dépister précocement. Même si elle est exposée à la maladie, il y a une solution. La chimiothérapie et la chirurgie peuvent être pratiquées sur place au Burkina Faso et... Pour celles qui seront dépistées saines, on leur donnera 1 année pour revenir faire le contrôle. Et pour celles qui seront dépistées positives, nous allons les référer dans des structures spécialisées pour la prise en charge du cancer du col de l'utérus. Jusqu'au 21 février 2016, toutes celles qui le souhaitent pourront se faire examiner au CSPS de Sissène dans l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou ou s'informer sur le sujet. Et puis c'est parti pour la campagne 2016 d'Anacard. Le lancement a eu lieu hier à Bobo-Dioulasso, l'occasion de donner un coup de pouce aux acteurs de la filière ainsi qu'à ceux de manque. Ils ont reçu du matériel d'une valeur de plus de 110 millions de francs CFA. Karim Ilboudo, Sanouha Christine Koulibaly. Après une campagne marquée par un problème d'approvisionnement des unités de transformation d'Anacard, avec comme corollaire la fermeture de certaines unités, le chômage du personnel et la perte de devises faute d'organisation du marché, la campagne 2016 s'annonce plutôt bien. Nous sommes en train vraiment de nous organiser comme il le faut et nous souhaitons aujourd'hui avoir l'accompagnement de l'administration
pour mieux organiser le marché domestique. En attendant, la qualité de la noix de cajou devrait s'améliorer grâce à ce matériel dont une partie est destinée aux acteurs de la filière mangue. Nous sommes dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine agroalimentaire, on demande que tout le matériel soit en inox, alors que ce matériel-là coûte très cher. Vraiment, c'est la bienvenue pour que nous ayons ces tables en inox pour la qualité de nos produits. On ne peut pas continuer à exporter nos produits sans qu'ils ne soient transformés. Parce que de ce point de vue-là, nous perdons beaucoup en termes donc de valeur ajoutée et de création de richesses. D'une valeur de 112 millions de francs CFA, le don composé de matériel divers est l'œuvre du cadre intégré renforcé à travers le projet d'appui à la commercialisation de mangue séchée et de noix de cajou transformées. La sécurité alimentaire, c'est également le combat de l'ONG APIL. Sa stratégie, l'augmentation des rendements et la promotion de l'élevage. Un programme est en cours d'exécution dans les régions du plateau central et du centre-nord. Le partenaire canadien était sur le terrain cette semaine pour s'enquérir des résultats atteints. Amadou Ilboudo et Foussé Kindo. Des réalisations terrain qui émerveillent. En moins d'un an de mise en œuvre, le programme Innovation et Mobilisation pour la sécurité alimentaire, en abrégé IMSA, est sur la bonne voie. Celle d'augmenter la sécurité alimentaire et la croissance économique des populations de 5 départements du centre-nord et du nord du Burkina. Initié par l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales et soutenu par l'œuvre léger du Canada, le programme vise à améliorer les conditions de vie de plus de 1000 producteurs sur 5 ans. 1000 bénéficiaires sont répartis autour de 5 ans et chaque année nous avons accompagné 200 producteurs en ce qu'ils puissent produire la production maraîchère, notamment l'oignon et la tomate, mais également à bénéficier des activités d'élevage pour renforcer l'air cheptel, mais également avoir assez de fumier pour renforcer la fertilité de leurs terres. En venant par eux-mêmes constater ce qui est fait sur le terrain, les partenaires canadiens se disent satisfaits de l'action menée par l'ONG APIL. Pour nous, c'est une priorité canadienne. Ça fait partie de nos grandes priorités au sein du ministère d'Affaires mondiales Canada. On a 3 priorités, dont la sécurité alimentaire. Donc, c'est très important pour nous. C'est une bonne façon de réduire la pauvreté et on le voit par nous-mêmes aujourd'hui. À l'issue de la visite terrain, la mission canadienne a échangé avec les producteurs sur leurs préoccupations. Des préoccupations qui, de l'avis de l'équipe au projet, sont en voie de résolution. Le lycée municipal de Bobo-Dioulasso a 50 ans. En 5 décennies, il a vu passer plusieurs générations d'élèves, un jubilé d'or qui a réuni anciens et actuels pensionnaires. Idrissa Warga et Karim Sissé. Ils n'étaient pas tous présents, mais nombreux d'entre eux ont effectué le déplacement de Bobo-Dioulasso. Eux, ce sont les anciens élèves et enseignants du lycée municipal Vinamantie Mounou Djibril. Avec à leur côté la jeune génération, ils ont tenu à être des témoins du jubilé d'or de leur établissement. Une célébration placée sous le signe de la persévérance dans la quête de l'excellence. Après 50 ans, on estime qu'il serait intéressant de faire une halte pour voir en arrière ce qui s'est passé, regarder ce que nous sommes en train de faire et éventuellement envisager ce qu'il faut faire à l'avenir pour un meilleur devenir de cet établissement. En un demi-siècle d'existence, le lycée municipal Vinamantie Mounou Djibril, selon les intervenants, a contribué à former plusieurs milliers d'agents et de cadres de Burkina Faso et d'autres pays. Et pour le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, cet établissement est une fierté pour la nation burkinabé. Au niveau quand même de l'État, nous pensons que là où déjà il y a des infrastructures, il faut les entretenir, mais là où il n'y en a pas du tout, notamment des écoles sous paillettes au XXIe siècle, il faudra qu'on essaye de quand même résorber ces déficits-là. Le lycée municipal Vinamantie Mounou Djibril est en jumelage avec certains établissements du Mali. Et une forte délégation malienne a pris part aux festivités du cinquantenaire. Musique à présent, jusque-là il était connu en tant que journaliste sportif à la radio nationale. Désormais, Siriki Dramé a une autre casquette, celle d'artiste musicien. Il vient de mettre sur le marché un album intitulé Hommage à l'unité d'action syndicale et à la CCVC. Quoi de plus normal pour ce syndicaliste convaincu? Présentation avec Adama Guiti et Ramatou Zida.
La vedette du jour, c'est lui. Ekari, de son vrai nom Siriki Dramé. Journaliste, il n'a pas que des talents en la matière. L'homme est aussi musicien avec la sortie de ce maxi à 2 titres intitulé « Hommage à l'unité syndicale et à la CCVC ». Chanté essentiellement en djoula avec un rythme mandingue, Ekari évoque dans cet album les actions révolutionnaires et patriotiques des mouvements syndicaux, mais aussi des souvenirs de son enfance. J'ai vu l'action héroïque des travailleurs du Burkina Faso dans leur ensemble, avec les organisations démocratiques et révolutionnaires, notamment les syndicats, qui ont pu paralyser le pays, ce qui a fait échouer le putsch. Et je pensais que c'était quand même normal de leur rendre hommage, non seulement pour les générations actuelles, mais pour la postérité. Devant collègues journalistes, compagnons de lutte et autorités du ministère de la Communication, Ekari Siriki Dramé n'a pas hésité à faire une démonstration. C'est vrai que le thème sur l'engagement syndical est un thème qui est très typique de son milieu d'activité, à savoir notamment les syndicats et tout cet ensemble de corporations. Mais par contre, le thème sur les yogoro, c'est-à-dire les dodos, que nous avons tous connus dans notre enfance, c'est un élément important. Moi, j'ai dansé ça à Sikasso Siré et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments de culture qu'il nous faut sauvegarder. L'album est né de l'engagement syndical de l'homme. Un engagement d'où il tire par ailleurs son nom d'artiste, Ekari, qui signifie l'homme qui ose. Un album réalisé sur fonds propres avec l'appui d'artistes burkinabés de renom tels Amity Meria et Sendam. La polémique autour des Korleogo, encore et toujours, elle est à la une des hebdos cette semaine. Lecture croisée avec Abdul Rasmane Zongo. La une de l'hebdomadaire satirique met en exergue une sécurité à 2 vitesses au Burkina Faso. La justice populaire, détenue par ses Korleogo à problème, et dans la caricature de Gigi, la justice populaire semble prendre le dessus sur la justice officielle. Avec des résultats obtenus par ces Korleogo dans certaines localités, relève Gigi, les habitants en ont fait une panacée. Toutefois, le journal reconnaît également qu'il faut débarrasser ces structures d'autodéfense de leurs excès en les encadrant. Face à ce dilemme cornélien, Gigi propose que la justice puise dans son arsenal juridique pour mettre fin aux dérives et dangers que posent les Korleogo, et cela est faisable selon l'hebdomadaire. Il suffit de libérer le génie créateur pour s'adapter à une pratique certes critiquable, conclut le journal, mais dont les résultats ont convaincu plus d'un Burkinabé, à l'image de cette femme qui affirme dans les colonnes de l'Observateur de dimanche « Je suis Korleogo ». Il y avait des zones fortement criminogènes, argumente-t-elle, et depuis l'existence des Korleogo, personne ne craint aujourd'hui pour ses biens dans ces localités. La citoyenne est surtout confortée par ce résultat des Korleogo qui ont arrêté plus de 200 braqueurs, coupeurs de route et autres bandits pendant que la police tourne les pouces. Par ailleurs, elle ne manque pas d'attirer l'attention de l'État sur les dérives et excès de zèle de certains individus émanant des Korleogo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.